Alors, aujourd'hui, Attila, c'est qui? C'est un acteur de l'immobilier bruxellois. Depuis 2014, je dois en faire entre 200 et 300. J'ai pris beaucoup de risques. J'ai disposé d'un capital de plus ou moins 220, 240 000 euros. Ils ont tous eu peur du projet, ils se sont tous retirés, etc. Mais je me suis retrouvé à partir de 2015 avec un capital qui était assez important. J'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Et c'est là vraiment que j'ai démarré, au fait. Est-ce que tu es déjà millionnaire? Oui, je reste en dessous de la barre des 10 millions. Hein. Ah oui. Attila, salut. C'est Bonjour. C'est notre premier podcast. Exactement. Mais ça serait bien de présenter qui est Attila. Je m'appelle Attila, j'ai 45 ans depuis peu. Je suis d'origine turque, je suis né à Istanbul et je suis arrivé en Belgique lorsque j'avais plus ou moins 2 ans. Donc on peut dire que je suis quasi belge de souche D'accord. et de culture. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un parcours classique en tant qu'enfant, adolescent? Je pense oui, j'ai reçu une éducation tout à fait normale de la part de mes parents. J'ai grandi en Belgique, j'étais à l'école ici aussi bien en primaire qu'en secondaire et puis par la suite des études universitaires. Donc c'est un parcours qui est assez classique, je pense, pour quelqu'un qui vit en Belgique. Ok. Donc aujourd'hui, qui est Attila aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a derrière Attila aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Attila, c'est qui? C'est un acteur de l'immobilier bruxellois. J'aime à dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que je suis dans le métier depuis bientôt 17 ans maintenant. Donc j'ai un parcours où j'ai commencé par du courtage immobilier. Donc en tant qu'agent immobilier, j'étais intermédiaire sur des transactions de location et de vente. Et par la suite, au fur et à mesure des années, j'ai évolué vers le métier de marchand de biens et de promotion. Donc ça consiste en l'achat, la rénovation souvent et la revente de produits qui sont finis. Ok. Combien de transactions immobilières as-tu fait en 17 ans? Dans ma carrière, écoute, j'en ai fait quand même pas mal. Je veux dire pour quelqu'un qui n'est pas familier dans l'immobilier, ça va être énorme. Donc en termes de transactions, lorsque j'étais agent immobilier, donc de 2007 jusqu'à plus ou moins 2014-2015, où j'ai vacillé plutôt vers le métier d'achat, rénovation, revente, j'ai dû conclure plus ou moins 500-600 transactions. Ok, d'accord. Ok, donc tu as une grande expérience là-dedans. J'ai une énorme expérience en immobilier. Pourquoi l'immobilier n'est pas notre domaine? Alors pourquoi l'immobilier? Il n'y a pas vraiment de raison. En fait, pour un peu t'expliquer les choses, c'est qu'à l'âge de plus ou moins 24-25 ans, donc j'étais déjà indépendant. J'étais indépendant assez jeune, on en parlera peut-être plus tard. Je me cherchais car je ne trouvais pas vraiment la voie pour laquelle j'étais destiné. Donc j'ai eu à ce moment-là, maintenant avec du recul, la chance de me rendre à Bruxelles Formation. Donc c'est un centre qui permet de former les jeunes, etc., qui veulent faire une reconversion ou se diriger vers un métier. Et je me suis adressé à une dame qui m'a accueilli en disant, voilà madame, est-ce que vous faites des tests d'orientation? Elle m'a demandé pourquoi. Je dis, écoutez, je ne sais pas trop quoi faire dans la vie. Donc elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je lui ai un peu expliqué mon parcours. Et elle m'a dit, écoutez monsieur, vous avez vraiment cette fibre commerciale. Moi, je vous vois bien dans l'immobilier. Elle m'a dit, écoutez, allez vite vous inscrire, il reste une semaine, sinon vous ratez un an. Je dis, ok, ça va. Donc je me suis inscrit à l'EFP dans une formation d'agent immobilier. Donc au départ, je l'ai fait pendant 1 an, 2 ans, juste à titre complémentaire, parce que j'étais indépendant dans un autre secteur. Et puis je me suis pris d'amour et de passion en fait pour ce métier. Et puis ensuite, j'ai démarré au sein d'une agence immobilière. Combien de promotions immobilières as-tu fait? Achat, rénovation, vente, par rapport à ton historique? Alors, depuis 2014, j'ai dû en nombre d'appartements, on va dire, hein, Oui. je dû en faire entre 200 et 300. Magnifique. Ouais. C'est des petits projets qui, chacun mis bout à bout, font des gros chiffres au bout de 10 ans. Donc si tu divises ça par une dizaine d'années, ça fait 30 unités par an. Donc à quelque chose près, hein. C'est peut-être 20, des fois des 20, des fois c'est 40, etc. C'est ça. Est-ce que tu as envie de... Quels sont tes plans à 5 ans? Est-ce que tu as envie de monter ce nombre pour que ce soit 48, 58 par an? Déjà, j'aimerais clarifier quelque chose. Pourquoi, après ma carrière d'agent immobilier, j'en suis arrivé à faire de l'achat-revente? C'est parce que vers 2013-2014, quand je faisais pas mal de transactions, on avait souvent le parc immobilier bruxellois particulièrement, parce que 95% de mon activité est à Bruxelles, est un parc immobilier vieillissant. Donc les produits que je vendais, la plupart du temps, c'était des propriétaires qui arrivaient vers une soixantaine d'années et qui voulaient se défaire de leurs biens, que ce soit, ou alors des jeunes couples qui avaient 30-35 ans, qui souhaitent se défaire de leur appartement pour aller vers une maison. Et en général, souvent, à 60 ans, on se défait de sa maison pour revenir vers un appartement. Question de volume, travail, entretien, etc. Oui. Donc la plupart des produits que je présentais, c'était des produits obsolètes. Donc on avait encore ces affreux carrelages des années 60, les petits 10 sur 10, rose, jaune, bleu ciel, etc. Dans la plupart des appartements avec la baignoire, pas de douche, etc.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché pour les biens rénovés. Beaucoup de personnes qui souhaitaient faire l'achat d'un appartement ne voulaient pas se casser la tête, se prendre la tête à faire des travaux de rénovation. Donc, ils optaient pour des biens finis. Donc, j'ai vu qu'il y avait une demande qui était assez conséquente, mais par contre, l'offre ne suivait pas. Ok. La plupart des biens qu'on vendait, c'était soit du neuf, mais j'ai jamais été dans ce secteur-là. Mais les gens ne préféraient pas le neuf ou n'achetaient pas du neuf parce que déjà, ça coûte plus cher. Plus, il faut compter la TVA dessus. Alors que de l'existant, sur le marché secondaire, on achète sous les droits d'enregistrement. C'est quand même une économie de quasi 10% par rapport à la TVA. D'accord. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce marché-là. Je vais commencer à faire quelques opérations où je vais acheter des biens, les rénover et les remettre sur le marché. Donc, il y avait une demande. Et donc, en 2014, j'ai commencé à faire mes premiers projets. C'était des petits appartements. Donc, appartements 2 chambres, 1 chambre, 3 chambres. Ça dépend un peu ce que je trouvais au bon prix, qui me laissait une certaine marge pour l'acheter, le rénover et le remettre sur le marché. Donc, au bout de quelques opérations avec des appartements, qui sont très bien déroulés d'ailleurs, je me suis dit, je vais me consacrer de plus en plus à l'achat, la rénovation, la revente. Au départ, ce qui était le plus compliqué, c'était de se constituer le patrimoine de départ, en fait, le capital de départ. À l'époque, j'avais un petit avantage, c'est que premièrement, j'ai eu la chance vers 2005 2005-2006 d'acheter mes premiers appartements. Mon beau-frère était courtier, il est toujours d'ailleurs. Donc c'est lui qui principalement finançait mes opérations. Ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait encore emprunter à 125%. Donc j'ai pas mal profité de cette aubaine-là pour pouvoir faire mes premières opérations. Alors ce qui était bien aussi à l'époque, c'était que lorsqu'on achetait son premier bien, contrairement à aujourd'hui, on pouvait se domicilier dedans pour avoir droit à l'abattement, mais il n'y avait pas de durée. On ne devait pas rester 5 ans. Donc il suffit de se domicilier dedans, quitter le logement au bout de 6 mois, profiter de l'abattement et puis le revendre. Et alors, on pouvait multiplier les opérations de cette manière-là. Donc, entre-temps, la législation a changé. Maintenant, quand tu achètes ton premier bien, tu es obligé de rester 5 ans dedans. Voilà, exactement. Sinon, tu dois même rembourser l'abattement duquel tu as profité. Donc, je pense que je n'étais pas le seul peut-être à l'avoir fait. Il y a à mon avis, beaucoup de gens qui l'ont fait. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils ont légiféré, ils ont changé la règle. Pas mal, je ne savais pas ça. Ouais, et du coup, donc, j'avais profité de cet abattement aussi. Pour mes premières opérations. Et ensuite, j'ai commencé à faire des petits projets d'appartements, de chambres que j'achetais, je rénovais, je revendais. Ça me dégageait une petite plus-value de 20, 25, 30 000 euros. Aujourd'hui, je dis petit, c'est une somme qui est quand même importante. Mais par rapport aux plus-values que je génère aujourd'hui sur des plus grosses opérations, c'est minime. Mais mis bout à bout, toutes ces petites sommes-là, je suis arrivé à un moment donné à un patrimoine de plus ou moins 200 000 euros, 220 000 euros. Et c'est là que j'ai commencé mon premier projet où j'ai dû mettre pas mal de fonds, où j'ai pris beaucoup de risques. On a envie de savoir les détails de ce projet-là. Je disposais d'un capital de plus ou moins 220 240 000 euros. J'ai repéré un immeuble qui était constitué de plus ou moins 1000 mètres carrés. Donc, c'était sur la chaussée de Louvain, au numéro 615, je ne vais pas l'oublier. Qui était dans un état de délabrement très avancé. Au départ, j'ai essayé d'ailleurs, avant de prendre la décision de faire le projet moi-même, j'ai essayé de le vendre à plusieurs marchands à Bruxelles. Ils ont tous eu peur du projet, ils se sont tous retirés. En me disant non, ça ne m'intéresse pas, trop compliqué, trop dur. J'avais un arrière-bâtiment de 400 mètres carrés, c'était une affectation très particulière. Ça s'appelait production de biens immatériels. Quand je l'ai acheté, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors, c'est quoi? C'est ça, la production de biens immatériels. C'est production dans l'audiovisuel. Et donc, c'était une affectation assez compliquée. Je me dis, à qui je vais vendre ça, quoi? Je ne pouvais pas le vendre comme entrepôt, ni comme bureau, ni ça devait vraiment rester affectation, production de biens immatériels. J'achète le bâtiment, composé d'un bureau au rez-de-chaussée, 2 appartements, une chambre au premier, 2 appartements au deuxième, une chambre également, et 2 duplex au troisième plus comble, plus l'arrière-bâtiment. Quel est le prix final total de ce... Donc, ce bâtiment, je le négocie à l'époque à 660 000 euros. 2000, quelle année? 2015. 660 000 euros. Pas cher. Ouais. Pas cher ou pas? Je sais pas, il était quasi en ruine. Ah, c'est ça. Quasi en ruine, beaucoup de travaux. Okay. Je fais l'acquisition de ce bâtiment, plus frais d'enregistrement, 70-80 000 euros. Je suis déjà à 720 000 euros. Ton frère finance un petit peu. Non, là je suis déjà chez ING maintenant. Ça marche, j'ai déjà changé, je suis chez ING. Mais tu es financé par une banque, d'accord? Par une banque, exactement. Donc j'ai besoin de plus ou moins 300. Dans ma tête, je me dis 300 000 euros de travaux. 300 000 euros de travaux. Pour un 1000 mètres carrés. Ouais, exactement. J'avais pas compté. Mais
dans mes travaux, je comptais pas l'arrière-bâtiment. Je t'explique. Ok. Donc, je me rends chez mon banquier, je dis voilà, j'ai un projet, c'est comme ça. Je prépare au préalable toutes les petites opérations que j'ai fait. J'ai fait vraiment un PowerPoint de présentation sur moi pour qu'il sache qui je suis et ce que je fais. Donc, je lui explique mon parcours professionnel, je lui explique les opérations d'investissement locatif que j'ai en cours, que j'ai déjà fait, quelques appartements que j'ai vendus. Donc, vraiment, il a une vue assez claire de qui je suis. Donc, ce banquier, j'étais assez surpris, m'a fait confiance. Il m'a dit, OK, je te finance. Donc, j'ai dû mettre 250 000 € sur la table et il me finançait à hauteur de 700 000 € pour cette opération. Donc, j'achète l'immeuble, je commence les travaux. Hop, on commence les travaux 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. On a mis plus ou moins 1 an à rénover l'immeuble dans sa globalité. Ça va encore. Ouais, dans sa globalité. Je dirais que j'étais à 11 mois plus ou moins. Donc, je mets le bien en commercialisation. Après, attention, hein, avec le budget que j'avais pris pour les travaux, je n'avais pas assez. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? On a ce qu'on appelle un cost overrun. Donc, tout ce qui n'est pas dans le budget que la banque t'a délivré pour tes travaux, c'est pour ta pomme. Il faut te débrouiller, mais c'est pour ta pomme. J'avais pris un financement sur 24 mois. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai redoublé d'efforts à ce moment-là. J'ai redoublé d'efforts comment? J'étais toujours actif au sein de mon agence immobilière, dans le courtage. Donc là, j'ai essayé je me suis donné à fond pour faire un maximum d'opérations, être intermédiaire sur des opérations, de façon à pouvoir facturer des commissions. Et ces commissions-là, je les ai injectées dans les travaux. Ah ouais, parce que j'étais à bout. Pour te dire, je crois que j'ai fini le projet. Et l'entrepreneur, je lui ai dit, écoute, j'ai plus d'argent, termine le projet, je vends et je te paye. Il a dit quoi? Il a accepté. Donc, Il a déjà fait 80% des travaux, encore une facture de 100 000 € qui traîne. J'ai dit, j'ai plus, je sais pas. J'ai dit, mais regarde, j'ai le produit. On va le vendre, on va gagner de l'argent. Comme quoi, la discussion toujours avec tes partenaires, c'est crucial. Donc, discute simplement en disant, écoute, franchement, je n'ai pas d'argent, je te dois 100 000. Ah, bien sûr. Je vends et je te les paye. J'ai toujours été honnête dans mes opérations. Je Ouais. pense qu'il faut de la rigueur et de l'honnêteté quand tu es dans ce métier. Parce qu'à Bruxelles, c'est une petite communauté dans l'immobilier. Tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Quand tu marches pas droit, tu fais pas long feu. En fait, hein. Tu peux vite disparaître de la scène ou avoir ta réputation qui te précède. Elle peut être très très bonne, comme la mienne, ou elle peut être très mauvaise. Exactement. Et alors, donc finalement, cette opération, je la clôture comment? Figure-toi, ce que j'avais peur le plus de vendre, l'arrière-bâtiment, c'est ce que j'ai vendu en premier. Qui était en J'ai vendu état ça délabré. Je l'ai vendu en état casco, on l'avait mis à nu. Je l'ai vendu 350 000 €. Ça a déjà soulagé, mais je vais dire à 50% mon opération en fait. Hein. Ensuite, on a mis en commercialisation les appartements qui sont vendus assez rapidement aussi. Donc au final de cette opération, je suis sorti, écoute-moi bien, avec 1 650 000 €, j'oublierai jamais ce chiffre. La vente de l'ensemble La du vente de bâtiment. l'ensemble, voilà exactement. Ça m'a coûté 1 100 000 €. Donc j'ai fait une plus-value de 550 000 €. Magnifique. Plus j'ai retrouvé mon capital de départ, 250 000 €. Plus le bénéfice de 500 000. Après, bon, il y a eu taxation, etc. Mais je me suis retrouvé à partir de 2016, avec un capital qui était assez important. Donc, j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Tu avais donc 220 000 plus 500, donc tu es à J'étais 700 000. Ouais. Presque Donc, un impôt million. payé sur les 550, il me restait oui, 400. Donc, j'avais demi-million j'avais quasi 600 000 € avec lesquels je pouvais continuer à travailler. Et c'est là vraiment que j'ai démarré, au fait. Hein. Donc, une fois que j'avais ce capital-là, j'ai pu enchaîner les opérations. Et là, maintenant, te tracer le fil conducteur de toutes les opérations que j'ai faites, c'est compliqué, mais j'en ai fait beaucoup. Ok. Avec tous les achats et ventes que tu as fait, est-ce que tu es déjà millionnaire? Oui, Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as sur le compte d'épargne? pas beaucoup. Il n'y a jamais assez. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, par exemple, je viens de vendre 2 unités sur 4 d'un logement, que l'immeuble a été amorti. J'ai 500 000 € qui sont rentrés, mais je les garde pas sur mon compte épargne. Tu les réinvestis de nouveau? Tu veux quoi? Tu veux qu'ils fondent au soleil? Pas du tout. Donc, Je les réinvestis immédiatement. D'accord. En fait, le jour où j'ai vendu, j'avais déjà visité un bien le matin, C'est ça. le Combien, lendemain. Et aujourd'hui, je suis en train d'acheter ce bien. c'est ça. Combien d'argent as-tu en actif sans hypothèque? En valeur? De bâtiments. Avoir l'actif net. L'actif net, oui, c'est ça. Franchement, je l'ai jamais calculé. Ok. Grosso Je modo, calcule est-ce qu'on pas. parle de 5 millions, 50 millions, 150 Non, millions? non, je reste en dessous de la barre des 10 millions. Hein. Ah oui? Ouais, je reste en dessous de la barre des 10 millions. Après, en actif net, ça veut dire faire l'addition de la valeur de tes actifs tout en soustrayant les dettes hypothécaires. Ouais, on est en dessous de 10 millions. Après, voilà, je suis en pleine expansion, donc ça peut vite arriver à 20 millions, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est ça la grande question à se poser, au fait. Hein. Voilà, je pense qu'on a tous des objectifs financiers dans la vie. Moi, je m'approche des objectifs que je me suis fixés, et à partir du moment où je m'en approcherai, je lèverai peut-être le pied, mais je le dis pas avec certitude, parce que ce que je fais, je le fais avec passion. En fait, au départ, quand j'ai commencé ma carrière, bien sûr, ce qui m'animait, c'est gagner de l'argent. Ça m'animait réellement.
Voilà, c'était une course à gagner un maximum d'argent. Après, à partir du moment où on arrive Zone de confort. dans une zone de confort, exactement, on continue à générer de l'argent, mais l'argent n'est plus la priorité. Bien sûr. L'argent devient accessoire. Attention, on ne veut pas le perdre non plus, hein, parce que c'est quand même des investissements, c'est toujours des gros montants, donc on prend toujours des risques financiers dans chaque opération. On n'est jamais sûr de rien, en fait. Okay, et par contre, c'est l'adrénaline qui prend le dessus. Aujourd'hui, si tu me demandes pourquoi tu fais encore des opérations achat-vente, c'est l'adrénaline que ça me procure. Exactement. En fait, la plus grosse adrénaline, je l'ai lorsque je négocie un immeuble. Regarde, là, je dois en signer un d'ici vendredi. Il n'est pas encore signé. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui sont dessus. J'ai eu un accord verbal des vendeurs. On doit signer chez le notaire jeudi ou vendredi. Je n'ai pas encore signé. Là, j'ai de l'adrénaline parce que j'ai peur que quelqu'un passe derrière moi. Et donc, tu es content là. Ben, je n'ai pas encore signé. Ouais, c'est ça. Donc, d'ici jeudi, vendredi, il peut changer d'avis. Il peut signer avec quelqu'un d'autre. Hop, il va juste m'appeler, il va me dire, écoute, j'ai signé avec quelqu'un d'autre. J'ai pas d'offre contre-signée, c'est verbal. On s'est mis d'accord, l'agent immobilier il m'a appelé, il m'a dit, ouais, c'est bon, ils sont d'accord avec toi, Attila. Donc, j'ai mis la pression sur mon notaire pour signer au plus vite le compromis. Mais comme c'est son notaire qui décide, parce que c'est le notaire du vendeur, donc ça traîne un peu. Sinon, moi, mon notaire, je l'appelle maintenant, je signe dans 2 heures. Bien sûr. Là, ça va vite. Bien sûr. Et alors, je suis dans le stress. Mais lorsque jeudi ou vendredi, j'aurai à poser ma signature, ben, je vais avoir une chute de dopamine, d'adrénaline. Okay, et ce qui va se passer, c'est que je vais rechercher cette adrénaline de nouveau. Parce qu'en fait, quand j'achète une opération, quand j'achète un bâtiment, je sais déjà ce que j'ai gagné. Ok, d'accord. Donc, le jour où j'arrive à la fin des travaux et je vends, j'ai toujours pas cette adrénaline. D'accord. L'adrénaline, je l'ai à l'achat. Et c'est ça que je cherche en continu. Tu sais, je me suis posé aussi la question, pourquoi, Attila, tu te mets toujours dans des stress ou dans des situations où tu es toujours à travailler à flux tendu? Ça veut dire que j'ai de l'argent qui rentre, qui se met dans une autre opération, et puis elle sort de l'opération, elle va dans l'autre opération. Et j'ai des moments où j'ai beaucoup de stress. Parce que c'est des fois, je suis short en termes de cash flow, de liquidité pour assumer le reste. Mais c'est ça, c'est l'adrénaline, en fait. C'est ça qui m'anime. On peut citer encore la dernière promotion immobilière que tu as faite? La dernière, j'en ai plusieurs en cours. Hein. J'ai acheté un immeuble il y a 1 an et demi, boulevard des Invalides 96. Enfin, j'en ai acheté plusieurs il y a 1 an et demi. Boulevard des Invalides 96. À Auderghem, c'est un immeuble qui était occupé par des squatteurs. Okay, donc j'ai une bonne opportunité, j'ai saisi l'opportunité, je l'ai acheté avec, je ne vais pas dire ses avantages, mais tous ses défauts. Parce que j'avais des squatteurs à l'intérieur, l'immeuble était en ruine, j'avais quasi pas de contact, je ne savais pas qui occupait les lieux, etc. Du coup, j'avais même pas de clé, au fait. J'ai acheté du papier, au fait. Hop, on a signé un acte, j'ai acheté du papier.